je vous remercie d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir. Pour commencer cette soirée exceptionnelle, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Benjamin Stora. Je vais accueillir M. Marc-Antoine Janel, Gabriel d'Oreille, qui va introduire cette soirée. Je suis très heureux d'être ici, d'abord parce que je n'ai pas de voix, ce qui va changer par rapport à d'habitude et me permettre d'être beaucoup plus court, mais très heureux d'être ici parce qu'il faut saluer le travail. Celui des lycéens, celui des professeurs, des enseignants, celui de la proviseure, celui du lycée Marc-Bloch tout entier, qui ont commencé un cycle de réflexion sur l'Algérie, sur l'histoire contemporaine, ponctué de conférences historiques. Je pense qu'on ne peut pas ne pas saluer messieurs Chambray et Jeanne, messieurs Jeanne et Chambray, qui sont un peu... Benjamin, c'est les chefs photo et mourir, ou Coupe Lugier du lycée Marc-Bloch, ils sont inséparables et ils font un travail absolument extraordinaire. Voilà. La deuxième chose que je trouve remarquable également, c'est qu'à cette invitation des lycéens de Marc-Bloch sont arrivés des gens, sans être des amis avec eux, qui ne sont pas tout à fait lycéens, ou en tout cas dont l'âge a un peu dépassé celui du baccalauréat, et donc devant ce moment on a à la fois des lycéens, des jeunes, mais également des moins jeunes, et des pas jeunes du tout. Et puis enfin, dire tout l'intérêt qu'on peut avoir dans une ville qui n'est parfois pas tout à fait récompensée sur sa brève histoire, sur les 50 ans qu'elle a vécu, d'analyser sur un territoire un événement beaucoup plus ancien et doit s'inscrire dans la profondeur et dans le temps long. Je voudrais dire 2-3 choses simplement sur l'Algérie, qui est le deuxième pays dans lequel j'ai le plus vécu, puisque j'ai pas vécu énormément, mais j'ai vécu un an et quelques semaines, qui est le plus beau pays du monde et qui est un pays qui n'avait pas vocation bien évidemment à rester une colonie où l'injustice et l'inégalité profonde qui pouvait exister entre le colon et l'indigène était une injustice épouvantable, où la France ne pouvait pas rester, où l'Algérie ne pouvait pas rester française, où une nation, un peuple, une culture devait s'émanciper pour devenir ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, pas obligatoirement libre et pas obligatoirement toujours démocratique, mais rester une grande nation. Néanmoins, et c'est pour ça que je trouve que cette conférence est intéressante, animée par des jeunes, c'est probablement, comme la guerre du Vietnam pour les États-Unis, un grand traumatisme. À la différence de la guerre du Vietnam, c'est un grand traumatisme qui a été tué pendant de très nombreuses années et qui pourtant marque un certain nombre de ruptures fondamentales. La première rupture, et c'est pour ça aussi qu'il y a un débat, et c'est pour ça que je suis heureux que Benjamin Stora soit ici, parce que, évidemment, maîtrise ce débat beaucoup mieux que moi et beaucoup mieux que ceux qui sont ici. Le premier grand traumatisme, c'est bien évidemment que c'est un sentiment, c'est une amertume, c'est une déception qui est probablement égale à celle de la grande saignée de 14-18 ou à celle de la séquence collaboration, occupation, libération, la guerre de 40, sauf qu'il n'a jamais été dit dans cette chose-là. La deuxième chose, c'est que c'est la fin d'un empire colonial, et c'est la deuxième fois que la France se retrouve en situation de guerre avec un pays dont elle prétend être une des composantes ou une composante de ce pays. Après l'Indochine, c'est une deuxième guerre. La troisième chose, c'est que c'est la fin de la France qui est une grande puissance. C'est la fin de la France, puissance atomique d'une certaine façon. N'oublions pas que la puissance atomique de la France se fait au Sahara. C'est la fin de la France, puissance pétrolière. C'est la fin de la France, puissance pétrolière. Troisième traumatisme. Quatrième traumatisme, c'est une colonie de peuplement. Ce n'est pas l'Inde, ce n'est pas l'Indochine, c'est un endroit où il y a 1 million de personnes. Et il va y avoir un échange tout à fait étonnant entre une main-d'œuvre immigrée qui va partir de ce pays devenu indépendant pour faire travailler ici, qui est parti il y a fort longtemps, et 1 million de rapatriés qui vont venir ici. Et là aussi créer des situations d'amertume. Enfin, c'est quelque chose qui probablement marque ici la naissance de certains grands sentiments tristes, noirs et condamnables, probablement dans la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, s'est forgé 2 choses, 2 sentiments. D'une part, la création d'un mouvement d'extrême droite qui a recueilli les nostalgiques de Vichy, les nostalgiques de l'Action française, et retrouvé, pour s'admirer, les nostalgiques de l'Action française. On peut dire que ce traumatisme est fondateur d'un mouvement qu'on combat ici d'extrême droite basée sur l'exclusion, basée sur un certain nombre de thèses fausses, et notamment celle de l'Algérie française. Mais c'est historiquement probablement une des 3 composantes avec l'Action française et la monarchie, avec le vichisme et les nostalgiques de Pétain, les nostalgiques de l'Algérie française, dont Jean-Marie Le Pen est probablement le meilleur des exemples et quelques autres autour de lui. La deuxième chose, c'est à partir de ce moment-là où une culture qui a pu être, même s'il était très biaisé par un espèce d'orientalisme de pacotille,
couture qui était respectée, qui est la culture arabo-musulmane. Il faut avoir vu la grande exposition qu'il y a eu à Marseille du Mucem sur la perception qu'avait, même après sa défaite par le duc d'Aumale, Abdelkader, plutôt vénéré, plutôt respecté, plutôt admiré pour sa culture, son intelligence, sa force d'homme d'État, cette espèce, non pas d'admiration, mais de compréhension, de respect pour le monde arabo-musulman, peut mourir avec la guerre d'Algérie. Et la troisième chose, c'est probablement que dans ce pays, dans notre pays, la guerre d'Algérie est une des explications du racisme quotidien que subissent un certain nombre de Français d'origine musulmane qui, face à une extrême droite qui n'a rien oublié, rien appris, rien compris, se conduit comme si rien ne devait être une leçon de l'histoire. Et donc la conférence que vous allez faire aujourd'hui a évidemment des répercussions ultra fortes. Il y avait un article hier dans Le Monde qui disait que la force de la France, qui est évidemment cette diversité, une partie de ses enfants qui sont essentiels, tous ceux qui sont de culture arabo-musulmane, à partir d'un moment où ils peuvent émigrer au Maroc, aux États-Unis, dans les Émirats arabes unis ou dans d'autres pays, préfèrent aujourd'hui, alors qu'ils sont français depuis 3 générations, s'en aller et trouver un respect, une écoute et une compréhension qu'ils ne trouvent plus dans ce pays qui est pourtant le leur. Je pense que le débat qui est aujourd'hui celui qui va animer Benjamin Stora avec la force des lycéens de Marc Bloch est une des explications de cette fracture d'une France qui ne reconnaît pas suffisamment ses enfants, de la naissance du racisme, de la naissance de l'extrême droite, de l'incompréhension, et d'une certaine façon, c'est pour ça que moi, Benjamin, si je voulais dire un mot au début, du contraire absolu de ce que nous tentons de faire ici, qui est un vivre ensemble, respectueux de chacun, où tous ceux qui sont ici sont citoyens d'une commune, citoyens d'un pays, dans le respect absolu de leur histoire, une histoire fracassée, une histoire fracturée, une histoire fissurée, une histoire qui doit amener au rassemblement, à la compréhension. La compréhension, on peut le faire par l'intelligence et par l'histoire. Je pense qu'avec Benjamin Stora et avec les élèves de Marc Bloch, vous avez fait venir des choix pour avoir à la fois l'intelligence, l'histoire, et nous tournerons vers eux, bien évidemment, l'amitié et la compréhension. Merci d'être là pour ce débat qui est très important. Merci, monsieur le maire. Alors, on en plaisantait avant de commencer cette soirée. Qui ne connaît pas Benjamin Stora? Au cas où certains ne le connaîtraient pas, je vais me permettre de faire quelques rappels. Donc, vous êtes né en Algérie en décembre 1950 à Constantine et vous y passez votre enfance jusqu'à ce qu'une guerre sans nom, comme on l'appelle souvent, vous oblige à quitter votre terre natale en juin 62. Vous arrivez à Montreuil, puis le 16e arrondissement, mais pas les beaux appartements haussmanniens, si j'ai bien lu votre livre, et puis enfin Sartrouville, où vous passez votre adolescence entre lycée, combat lycéen, puis combat étudiant. Et puis, vous rencontrez René Raymond, je crois, qui un jour vous dit « Mais puisque vous vous intéressez à la Révolution, pourquoi pas la Révolution algérienne ?» Et de là, des travaux sur Messa el-Hadj et bien d'autres travaux sur la guerre d'Algérie et le Maghreb contemporain. Alors, vous êtes docteur en sociologie, en histoire, et l'archiviste que je suis ne peut que saluer le fait que vous avez ouvert l'histoire à de nouvelles sources, comme le recueil de témoignages, l'usage de la photographie et du film. Alors, durant votre carrière, vous avez publié ou co-dirigé plus d'une trentaine d'ouvrages. Je ne vais vous les épargner, je ne vais pas tous vous les énumérer. Participé à des documentaires, des films. Tous ces travaux portent sur la guerre d'Algérie, la colonisation, le travail d'historien face à une histoire souvent difficile à aborder. D'autres de vos ouvrages traitent de votre parcours personnel, comme l'arrivée, qui est comme une mise en illustration de cette grande histoire que vous évoquez dans vos travaux. Alors, ce soir, vous avez accepté d'être parmi nous, ici, à Val-de-Reuil, pour nous parler de votre parcours et de votre travail d'historien. Nous vous remercions d'autant plus d'avoir accepté un format un peu différent de vos interventions habituelles, puisque vous allez vous prêter à un jeu de questions-réponses qui a été préparé par les élèves du lycée Marc Bloch qui sont à côté de moi et qui, depuis plusieurs semaines, travaillent sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà les remercier parce qu'ils sont un petit peu stressés, donc je vous demande d'applaudir. D'interroger Benjamin Stora et d'animer cette soirée. Eh bien, je laisse tout de suite la parole à Zoé, qui va introduire cette première lecture sur la guerre d'Algérie.
Texte extrait de la gangrène et le blé. Pour la France, il s'agit d'entrer dans cette guerre, d'assumer franchement cette page peu glorieuse, de regarder sans complaisance le passé colonial en face. Pour les Algériens qui ont gagné cette guerre, il faudra au contraire en sortir, appréhender l'avenir en ne se réfugiant pas sans cesse dans un passé héroïque. La guerre d'Algérie, moment des fantasmes en flux, mélange infernal de souvenirs cruels, de regrets, de remords et surtout de revanche. Époque des illusions et de la guerre sale, peut-être inutile. Comment une telle période surchauffée par la passion pourrait-elle être approchée froidement par les historiens? Alors, première question de cette soirée, qui peut paraître là aussi banale, mais pouvez-vous en quelques mots nous rappeler les spécificités de ce conflit qui a pris ce nom de guerre? Bon, tout d'abord, merci de m'avoir invité ce soir. Merci aussi à Monsieur le maire, que je connaissais depuis longtemps et que je n'avais pas revu depuis très longtemps. Je suis très heureux de le revoir ici ce soir avec nous. Que vous dire? En quelques minutes, raconter l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est quand même assez compliqué, parce que c'est quand même une période qui a duré 7 années, c'est 8 années environ, et qui a quand même provoqué un paysage assez dévasté, parce que quand même 1 million d'Européens ont quitté l'Algérie. Il y a eu 1,5 million de soldats français qui sont partis en Algérie, 1,5 million, entre 55 et 62, c'est beaucoup. Il y a eu aussi, bien sûr, les immigrés algériens en France, dont le nombre a été multiplié par 2 pendant la guerre d'Algérie, puisqu'on est passé de 200 000 immigrés algériens en 1954 à près de 400 000 en 1962. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de morts, bien sûr, 30 000 morts du côté français, des centaines de milliers de morts du côté algérien. Et puis un chiffre peu connu, que les Français connaissent pas, connaissent mal, connaissent peu, et qui pourtant avait été révélé par un jeune énarque qui s'appelait Michel Rocard, et qui avait fait un rapport en 1959-60. Et ce chiffre est le suivant, c'est que l'armée française, entre 1955-56 et 1960, a déplacé 2 millions de paysans algériens. 2 millions de paysans déplacés, quelquefois de quelques dizaines de kilomètres, mais aussi de centaines de kilomètres, avec la construction de près de 3000 centres de regroupement. C'est un cataclysme, bien sûr, dans le paysage agricole algérien, que Michel Rocard, à l'époque, n'avait pas manqué de relever, de souligner. Il était très jeune, c'est vrai, mais il avait été très peu écouté par sa famille politique de l'époque. C'est pour ça qu'il l'avait quitté, d'ailleurs. C'est sa famille politique de l'époque, c'est-à-dire la SFIO, pour créer un autre parti politique. Mais qu'importe, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Disons que c'est un paysage quand même social dévasté. Parce que 2 millions de paysans déplacés, c'est ça qui explique aussi, bien sûr, en grande partie, l'immigration vers la France, qui a été multipliée par 2. C'est quand même colossal. Et puis, bon, bien sûr, du côté français, 1,5 million de jeunes entre 18 et 23 ans, c'est-à-dire que pratiquement tous les hommes qui sont nés entre 1932 et 1943 sont allés en Algérie. Tous. À part quelques sursitaires, bienheureux, etc. Mais plus d'1,5 million d'hommes ont été arrachés à leur famille, à leur travail, à leurs fiancés, comme on disait à l'époque, et leurs femmes, leurs pères, leurs mères. Donc ça a été aussi, disons, cette peur de la guerre et de l'Algérie qui a d'ailleurs provoqué cette décision du général de Gaulle d'en finir, parce que trop de familles françaises étaient extraordinairement inquiètes du départ possible vers l'Algérie. C'est ce qu'on voit par exemple dans des films à l'époque, qui ont d'ailleurs été interdits et censurés à l'époque, qui sont sortis après. Je pense à un film comme Cléo de 5 à 7, qui est l'histoire d'un jeune soldat qui doit partir vers l'Algérie, qui a très peur, et qui rencontre une femme qui attend les résultats de son analyse, parce qu'elle est atteinte d'un cancer. Et donc cet appelé qui s'en va et cette femme qui est malade, c'est un peu la métaphore de toute l'histoire, disons d'une souffrance et d'une peur face à l'avenir qui est quand même très importante. Donc
L'Algérie, c'est tout ça. C'est tout ce paysage quand même difficile, et puis un paysage politique. Paysage politique très très important parce que, dans le fond, aujourd'hui, en 2024, nous vivons dans les institutions qui ont été créées sous la guerre d'Algérie, la Ve République. Nous avons toujours vécu dans les institutions qui ont été forgées par la guerre d'Algérie et pour la guerre d'Algérie. Donc on n'en est jamais sorti. C'est quelque chose qu'on oublie. C'est le fait que le général de Gaulle a institué une constitution en particulier qui donne plein pouvoir au président de la République, ce qu'on appelle l'article 16, qui n'a jamais été abrogé par aucun président ensuite qui se sont succédés tout au long de la Ve République. Donc ça veut dire que les institutions de la Ve République, ce sont des institutions dont on tait l'origine, qu'on refoule, disons l'origine de naissance de ces institutions qui sont celles d'une guerre. En fait, c'est des institutions nées d'une guerre. Et puis le paysage politique, ça le maire Marc-Antoine vient de le rappeler, ça a été un bouleversement politique considérable parce que les partis politiques français se sont fracassés sur l'Algérie. Bien sûr, la gauche s'est fracassée sur la guerre d'Algérie, puisque c'est au moment où la gauche était au pouvoir, en 1956, avec la SFIO de Guy Mollet, que le contingent, c'est-à-dire les appelés, ont été envoyés en Algérie. Que cet envoi des appelés en Algérie a été fait par des députés et voté par les députés socialistes et communistes, à l'unanimité du groupe parlementaire, qui donc envoie les appelés en Algérie. Alors évidemment, ça a provoqué des cassures, ça a provoqué des différences, ça a provoqué des affrontements à l'intérieur de la gauche française. J'ai parlé tout à l'heure de Michel Rocard, mais il y a d'autres personnages qui n'étaient pas d'accord avec cette position, comme Mendès France, comme Savary, qui n'étaient pas d'accord avec la position de Guy Mollet. Et donc le Parti socialiste s'est coupé en plusieurs morceaux, mais le Parti communiste français aussi a connu une vraie crise, et qui s'est traduite notamment par le fait qu'il y a eu des militants communistes qui sont devenus ce qu'on appelle, dont on parlait dans la pièce d'avant, des porteurs de valises. C'est-à-dire qui ont rompu avec le Parti communiste français parce qu'ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc, ça a provoqué là aussi une cassure. Mais la cassure, dans le fond, la plus vivace, peut-être celle qui est devant nos yeux toujours aujourd'hui, paradoxalement, c'est celle de la droite française. Parce que le général de Gaulle, lorsqu'il prend le pouvoir, il est porté au pouvoir comme un vieux général qu'il est, par l'armée. Il est porté au pouvoir par ceux qui sont pour l'Algérie française. Il est porté au pouvoir par ceux qui croient dans une solution d'intégration de l'Algérie à la France. Vous connaissez la suite, évidemment. Le général de Gaulle s'aperçoit que cette solution n'est pas possible. Et donc, il va engager, à partir de 59, septembre 59, 60, il va commencer à engager des négociations politiques avec les nationalistes algériens qui aboutiront à l'indépendance de l'Algérie. Mais cette position de Gaulle, portée au pouvoir par la droite, va provoquer une grande fracture et donner naissance, effectivement, ça a été dit dans l'introduction avant moi, et c'est très important, a donné naissance à une sorte d'extrême droite anti-gaulliste. Bien sûr, en héritage de Vichy, classiquement, puisque Vichy c'est seulement 10-15 ans avant, c'est rien en termes historiques, mais une nouvelle extrême droite qui va se mettre en place, s'organiser, y compris autour d'anciens résistants. C'est ça qui est compliqué, la France c'est très compliqué, y compris d'hommes comme Jacques Soustel, qui avait été un résistant de la première heure en 1940, et qui vont, disons, s'affronter au général de Gaulle jusqu'à vouloir l'assassiner. Parce que l'extrême droite, lorsqu'elle se dispose politiquement contre la décision du général de Gaulle, eh bien, elle a décidé de passer à l'assassinat politique. Pas simplement manifestation, distribution de tracts, meetings, protestations. Non, 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 là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est l'assassinat. Et de Gaulle va échapper à plusieurs assassinats, le plus célèbre, celle du petit Clamart, évidemment, que tout le monde connaît. Enfin, j'espère que les lycéens ici présents connaissent bien sûr l'attentat du petit Clamart, mais il en a échappé à beaucoup d'autres.
C'est-à-dire que, effectivement, la vie politique française d'aujourd'hui, quelque part et de manière décalée, comme une sorte de réplique à distance, comme un tremblement de terre, eh bien, effectivement, c'est la fin de l'Empire, la fracture d'une droite nationale qui se pensait, et qui pensait le pays comme un grand pays colonial et impérial, et qui va se rétrécir. Et à partir de là, l'extrême droite et la droite française va, disons, se fracturer et acquérir, disons, une sorte de puissance politique arc-boutée sur la grandeur de l'Empire perdu, de la nation, de la Grande France, comme on disait à l'époque. Avant 1939, on parlait de la Grande France, c'est-à-dire de cette France qui allait jusqu'à Tamanrasset, où les frontières de la France étaient celles qui étaient du Mali, de la Mauritanie, du Niger, de la Tunisie et de la Libye. C'était ça la France. On rentrait en France à la frontière libyenne, mauritanienne, marocaine bien sûr, tunisienne, etc. C'était grand, c'était quand même considérable, c'était colossal. Et puis tout d'un coup c'est l'Hexagone. Donc évidemment, pour ceux qui n'acceptent pas ce rétrécissement, eh bien ils vont progressivement, combattre effectivement dans un esprit peut-être de revanche sur cette politique suivie par le général de Gaulle, et donc poursuivre une tradition qui est celle de l'antigaullisme en fait. L'antigaullisme de Vichy va s'enrichir de la composante, disons, coloniale, c'est-à-dire de la question de l'Algérie française. Voilà déjà un aperçu très bref de cette situation, en essayant d'être le plus synthétique possible. 43 ans d'études pour arriver à ces 5 minutes. Hein. Mais il faut ajouter quand même pourquoi, et je terminerai là-dessus, pourquoi ça a été si difficile pour la France de quitter l'Algérie, de partir. Pourquoi, dans le fond, il y a eu cette guerre, ça a été si long, pourquoi la gauche s'est fracturée, pourquoi Guy Bollet a cru qu'il pouvait garder l'Algérie française, etc., etc. Pourquoi? Parce que, en fait, et ça c'est un point qu'on connaît très mal en France, c'est que l'Algérie a été intégrée à la France. C'était des départements en France. C'était disons, au même titre que la Bretagne, que la Savoie, que la Corse, c'était l'Algérie. C'était théoriquement, c'était ça. La Savoie a été rattachée à la France en 1860, l'Algérie en 1845. Donc, c'était l'Algérie française, donc c'était des départements français, 3 départements français. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce rattachement administratif et cette fabrication de 3 départements français, donc la conquête de cet espace, de ce territoire gigantesque, a duré un demi-siècle. La guerre de conquête de l'Algérie a duré 50 ans. Ce que les Français ignorent, toujours. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la guerre d'Algérie, mais on parle très peu de la pénétration coloniale, c'est-à-dire l'origine. Or, la guerre de conquête, qui commence en 1830-1832, ne s'achève véritablement qu'avec la pacification du Sahara en 1904. Pendant tout ce temps-là, il va y avoir des résistances, des massacres, des déplacements de population, des confiscations de terres. Et bon, l'histoire de l'émir Abdelkader est maintenant bien connue, 1843, la prise de la Smala, 47, la reddition de l'émir, mais c'est pas fini avec l'émir Abdelkader, parce qu'il y a une résistance notamment au sud algérien, à la Rouad, qui est très importante. Il y aura un massacre épouvantable en 1850, il va y avoir aussi des massacres en 1853, épouvantables. Le soulèvement de la Kabylie en 1871, un énorme soulèvement de la Kabylie en 1871 avec les Mokrani, jusqu'à la révolte, disons, du côté de la région d'Alger, etc. C'est-à-dire que la guerre de conquête a été très longue. C'est-à-dire que pour arriver, entre guillemets, à occuper ce territoire gigantesque, vous savez, avec le Sahara, l'Algérie c'est 5 fois la France, pour arriver à occuper ce territoire extraordinairement vaste, il a fallu un corps expéditionnaire qui pratique la politique dite des colonnes infernales, telles qu'elles avaient été expérimentées en Vendée, et ce qui a fait la réputation sinistre de Bugeaud, c'est-à-dire les colonnes infernales.
c'est-à-dire pour raser. C'est-à-dire qu'on rentre dans une ville, on la détruit, et on confisque la terre, et on déplace les populations. Et ça a duré 10, 20, 30, 40 ans. Et puis est arrivée la colonisation de peuplement européen, italien, espagnol, français de France de métropole, alsacien-lorrain bien sûr, après les défaites de 1870, et qui vont construire donc cette colonie de peuplement qui va s'enraciner sur la terre algérienne pendant environ un siècle et demi. Et donc ça fait par conséquent une histoire incroyable, une histoire de rattachement administratif, de dépossession identitaire foncière énorme, de résistance silencieuse, non visible, de tentatives d'assimilation républicaine aussi, échouées, puisque les Algériens musulmans n'ont pas la citoyenneté française, pratiquement jusqu'en 1944, par le général de Gaulle d'ailleurs, la première ordonnance qui donne un début de citoyenneté en 1944. Donc ça veut dire que c'est une histoire d'une complexité extraordinaire. L'Algérie est française, elle ne l'est pas. Elle est à la fois des départements français et elle ne l'est pas. C'est un faux modèle de république, c'est une fiction. C'est ce qui rend fou tout le monde. Tout le monde est fou à partir de là. D'où la formule célèbre de Gaulle, et je terminerai là-dessus, je vous ai compris. Donc tout le monde peut s'y retrouver, donc personne. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette remise en contexte. Pour ceux qui étaient là le 19 mars, je ne sais pas si vous vous souvenez de M. Abena qui nous avait parlé de son point de vue d'Algérien, justement, de ce que vous venez d'évoquer, cette guerre de conquête qui dure en effet bien plus longtemps que ce que nous on connaît en France, et qui avait évoqué ces spoliations et ces combats en Kabylie en particulier. Alors, on va passer à la première lecture d'Enzo, maintenant, qui va nous parler des mémoires plurielles et comment elles peuvent nous amener quand même à faire une histoire singulière. Texte de l'arrivée, extrait de l'arrivée. Transmettre tous les récits, souligner la singularité de chacun, éviter les anachronismes dangereux, affronter les nouvelles problématiques historiques qui se posent dans la société d'aujourd'hui. S'engager sur le territoire de l'histoire pour provoquer la curiosité, répondre aux désirs d'origine par le récit ou le questionnement, susciter des commémorations nouvelles à partir des séquences problématiques comme celle de la colonisation. Nous avons bel et bien besoin de plus d'histoire, mais non de guerre des histoires où les conséquences douloureuses viennent s'opposer les unes aux autres. Tout cela doit s'additionner pour fabriquer une identité singulière. Merci Enzo pour cette lecture. Donc, comme tu l'as rappelé, c'est un texte extrait de l'arrivée, donc votre dernier livre. Alors, justement, vous évoquiez cette complexité dans les mémoires, on peut dire, multiples concernant cette guerre d'Algérie. Donc, justement, même dans cet extrait, vous évoquez la pluralité de ces mémoires, cette communautarisation, si je puis dire. Justement, dans un tel contexte, comment on peut aspirer à écrire une seule histoire de la guerre d'Algérie? Oui, d'abord, effectivement, il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes, des groupes que j'ai qualifiés de groupes principaux porteurs de la mémoire. Le plus important, bien sûr, j'en ai parlé rapidement, ce sont des anciens appelés, les soldats, 1,5 million de jeunes Français qui sont partis en Algérie, donc c'est un groupe très important. Il y a bien sûr les Européens d'Algérie, qui sont venus à peu près 1 million de personnes. Il y a aussi les troupes supplétives musulmanes qui ont combattu aux côtés de l'armée française sous un vocable générique, mais plus compliqué que ça, qui sont les harkis, qui constituent aussi, bien sûr, un groupe de mémoire. Et puis enfin, les immigrés algériens en France, qui, eux, majoritairement, étaient des partisans de l'indépendance algérienne. Donc, voilà. Ça, ce sont des grands groupes. Déjà, sans leurs enfants, ça fait 2 millions. 2 millions à 2,5 millions de personnes. Après, il y a les enfants, puis après, il y a les petits-enfants. Donc, si vous multipliez tout ça par la descendance, sur uniquement ces groupes principaux, sur ces 4 groupes principaux, ça fait entre 5 et 6 millions de personnes dans la société française. Alors, évidemment, comme les choses sont toujours compliquées, il faut rajouter à ces gens-là, bien sûr, eh bien, ceux qui sont rentrés en politique par l'Algérie, c'est-à-dire les porteurs de valises, qui n'ont pas ils ont été en Algérie, j'allais presque dire, après 62, pour certains. Ils sont partis construire le socialisme.
Mais il y a un groupe, hein, disons, qui est porteur de cette mémoire particulière, anticoloniale, mémoire donc de la guerre d'Algérie, qui est importante. Et puis, en face d'eux, il y a les partisans de l'Algérie française, qui ne sont pas forcément des pieds noirs, mais qui sont des Européens de France, des métropolitains, et qui, eux aussi, sont entrés en politique en défense de l'Empire, en défense du système colonial et de l'Algérie française. Donc ça, c'est encore, ce sont deux groupes, de sous-groupes, disons, qui cultivent, disons, cette mémoire embellie, reconstruite, fantasmée, etc. Ça fait encore il faut rajouter, disons ça. Et puis, pour finir, bien sûr, il y a le personnel politique au sens large, enfin des Français qui se sont sentis concernés par cette histoire algérienne et qui ont voulu absolument l'oublier parce que, disons-le franchement, c'était pas glorieux puisque c'est très difficile de commémorer ce que certains ont considéré comme une défaite de la France. C'est-à-dire le fait de quitter un territoire considéré comme français. Donc c'est très compliqué de commémorer quand même. Hein. C'est quand même compliqué, j'ai dit souvent ça longtemps à mes étudiants quand j'étais encore enseignant, je ne suis plus maintenant. Je leur disais, vous savez, quand vous arrivez à Londres, vous arrivez à la gare de Waterloo. Mais quand vous arrivez à Paris, vous arrivez à la gare d'Austerlitz. C'est pas tout à fait la même gare, c'est pas tout à fait les mêmes commémorations. Hein. Donc on a par conséquent des difficultés à concevoir, à accepter quelque part un vivre ensemble sur la base d'un retrait. C'est ça qui est très compliqué à construire, disons, comme mémoire, c'est-à-dire à la fois, là je réponds à votre question, à la fois faire en sorte que toutes ces mémoires se reconnaissent et se connaissent les unes dans les autres, parce que chacune chemine avec sa propre et ses propres points de repère, sans forcément connaître les points de repère des autres, sans forcément comprendre la souffrance des autres. Et donc toute la difficulté, c'est pas simplement d'un côté les Français, de l'autre côté les Algériens, mais la fracturation, elle concerne d'abord la fracturation franco-française. C'est-à-dire qu'il y a une guerre civile, entre guillemets, franco-française. Il y a aussi une guerre civile franco-algéro-algérienne, mais ça, s'il y a des questions, j'y répondrai aussi, parce qu'il y a aussi une fracturation de la société algérienne hein, sur cette histoire-là. Mais dans la fracturation franco-française, qui est très très importante, elle se voit par exemple, je prends un exemple, par le cinéma. Lorsque beaucoup de films sont sortis, il y a eu des films qui traitaient des appelés, des soldats par exemple, RAS, avoir un temps des OS, etc. Et puis en face, vous aviez des films qui parlaient de la souffrance ou de la douleur des pieds noirs, avec un film par exemple comme Le Coup de Sirocco, par exemple d'Alexandre Arcadi, qui raconte précisément l'arrivée en France, etc. Donc vous avez à chaque fois, naturellement les immigrés algériens en France sont très sensibles à toutes les productions audiovisuelles qui concernent le 17 octobre 1961, c'est-à-dire le massacre des Algériens à Paris dans une manifestation. Donc chaque groupe construit ses propres repères, chaque groupe construit son imaginaire autour, disons, d'une souffrance et d'un vécu particulier que l'autre n'arrive pas ou ne peut pas comprendre, n'arrive pas à saisir. Alors, évidemment, il s'agit de ceux qui ont été confrontés directement à ça, pas forcément leurs descendants, parce que c'est ça le problème après. Après, c'est la transmission. Mais ceux qui ont été directement confrontés à cette situation-là, les acteurs directs, en fait, ceux qui ont vécu directement, ont bien du mal à croiser leur mémoire. C'est-à-dire le croisement des mémoires est très très complexe, parce que chacun a le sentiment d'être incompris de l'autre, complètement incompris. Je vous dis ça parce que quand je travaillais depuis longtemps sur cette histoire, que je rencontrais par exemple, je ne sais pas, je dis un groupe particulier, les Harkis par exemple, les immigrés, à chaque fois, ou les pieds noirs, à chaque fois la question c'était on ne parle pas de nous. Alors qu'il y avait par exemple 342 livres qui étaient sortis sur les pieds noirs, 644 sur les soldats, dont des témoignages comme ça. Et à l'époque même, j'avais identifié pas moins de 3000 ouvrages en langue française qui étaient sortis sur cette période. Au moins. C'était en 1995 où j'ai sorti un dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie et 3000 ouvrages.
Donc, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un appartenant à un de ces groupes, à chaque fois, il me disait j'ai l'impression d'être dans une grande solitude. C'est-à-dire que personne n'arrive à me comprendre. C'est-à-dire, ceux qui sont dans les groupes d'en face n'arrivent pas à me comprendre. Et moi, je leur disais, mais non, il existe plein de livres qui vous expliquent tout ça. La question, c'est comme le cinéma, il y a plein de films qui existent, mais on ne va pas les voir. C'est-à-dire qu'on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer quelque part dans l'histoire du monde. Donc ça, c'est très compliqué à dépasser. Et ça ne peut se dépasser, effectivement, que par l'histoire. L'histoire vise à rassembler les mémoires. L'histoire, c'est d'essayer de prendre à la fois de la distance par rapport à ces mémoires et d'essayer de les faire se croiser, de faire se croiser les points de vue, de faire se croiser les histoires. Et moi, ce que j'ai essayé de faire tout au long de ma démarche d'historien, c'est d'avoir épousé chacun des points de vue, tout en observant une distance critique par rapport à chacun de ces points de vue. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois dans l'empathie de chacun des points de vue. Par exemple, quand je rencontrais des gens des harkis, ils me disaient « Ah, vous ne parlez pas de nous ». Et je leur sortais le chapitre entier que j'avais écrit sur les harkis dans la campagne des Oublis, 50 pages. Je leur disais « Lisez-le, voilà, c'est marqué ». « Ah ben oui, mais j'ai pas lu. »« Ah non, là, je savais. Bon, ben lisez-le. » Ou inversement, les pieds noirs. Alors les pieds noirs, c'est très compliqué parce que j'ai écrit par exemple des ouvrages sur les Juifs d'Algérie, dont je suis issu, comme communauté. Et donc j'ai écrit par exemple un livre qui s'appelle Les Trois Exils, qui raconte l'histoire des Juifs d'Algérie. Et souvent, il y avait des pieds noirs, un peu Algérie française, soyons honnêtes, qui disaient « Oui, mais vous ne parlez pas des Français d'Algérie. » Bien sûr, à quoi je répondais « Mais je ne comprends pas, parce que les Juifs d'Algérie, c'était français. Donc si je fais un livre sur les Juifs d'Algérie, pourquoi vous dites que je ne parle pas de vous? Ils sont français. » Donc là, il y avait un petit racisme implicite qui était caché à l'arrière, l'antisémitisme évidemment, qui était caché derrière tout ça. C'est-à-dire que chacun des groupes, disons, n'est pas explicite dans ses formulations, dans sa revendication de sa connaissance de l'autre. Et la tâche précisément de l'historien, du chercheur, etc., c'est d'essayer de faire se connaître la position des uns sur les autres. C'est ça qui est compliqué. C'est très compliqué. Et là, on rentre dans le problème de l'enseignement, c'est-à-dire de la transmission. Or, on a pris beaucoup de retard. C'est-à-dire que l'histoire de la guerre d'Algérie, elle a commencé à être prise en charge par l'éducation nationale à partir de 2001. Le premier colloque organisé par l'inspection générale de l'éducation nationale, j'ai fini ma carrière comme inspecteur général, c'est pour ça que je dis ça, l'inspection générale s'est occupée de la guerre d'Algérie en 2001. C'est Jean-Pierre Rioux qui a un peu plus de 20 ans. Donc c'est pas beaucoup. Ça veut dire que par conséquent, pratiquement tous les gens qui sont rentrés au lycée entre grosso modo 1963 et 2010 par exemple, ne connaissaient pas l'histoire de la guerre d'Algérie, si ce n'est qu'ils la connaissaient par transmission familiale. Mais ils ne la connaissaient pas sur le plan académique, sur le plan scolaire, sur le plan, disons, scientifique, etc., etc. Donc on a un retard, disons, qui a été pris et qu'on essaye, disons, de rattraper maintenant seulement, à travers les programmes scolaires, à travers, disons, toute une série de productions audiovisuelles aussi, de documentaires, etc., etc. Mais c'est très difficile de rattraper un tel retard. Merci. Je suppose que c'est cette capacité justement que vous avez eue à croiser ces mémoires qui a fait que le président de la République vous a demandé de lui rendre, de travailler sur un rapport que vous avez rendu en janvier 2021 et dont je vais demander à Maxoé, pardon, décidément, je savais qu'il y aurait d'heure, de bien vouloir vous lire un extrait pour que nous puissions en parler juste après. Texte extrait donc du rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. L'objectif n'est donc pas l'écriture d'une histoire commune, mais de chercher à expliquer ensemble l'événement colonial et ne pas croire que tout pourra se trancher en un verdict définitif. Ce travail en commun doit maintenir ouverte la porte des controverses citoyennes, car il prête attention aux conditions de son époque pour sortir de la rumination du passé et des blessures mémorielles. Ce faisant, il recrée sans cesse les outils d'un travail de mémoire jamais clos. Cette longue route, entreprise de positions politiques
témoignages, recherches historiques et controverses s'ouvrent encore devant les sociétés françaises et algériennes, pour construire l'avenir et sortir de la rumination du passé. Ce mouvement vers la réconciliation ouvre sur la possibilité du passage d'une mémoire communautarisée à une mémoire commune en France et entre historiens algériens et historiens français. L'histoire n'a pas de nationalité, elle est l'œuvre des historiens qui disposent d'outils de référence pouvant être des archives écrites et témoignages. À l'issue de votre rapport, vous avez donc formulé un certain nombre de préconisations qui aideraient à cette réconciliation que vous venez d'aborder, lesquelles ont déjà été suivies d'effet. Parmi les préconisations que vous avez données dans le rapport, lesquelles ont déjà été suivies d'accord. Oui, donc j'ai effectivement fait ce rapport, mais j'avais déjà rencontré les autres présidents de la République, dont François Mitterrand. Quand je faisais mes études universitaires, c'est lui qui m'avait demandé de travailler avec lui. Il est décédé après, donc malheureusement, bon, voilà. Mais j'ai quand même écrit un livre sur lui. Il s'appelle François Mitterrand et la guerre d'Algérie. Je vous recommande. Jacques Chirac a essayé de faire quelque chose avec l'année de l'Algérie en France en 2003, et ça a échoué parce qu'il y a eu une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale en France qui reconnaissait le rôle positif de la colonisation. Et donc à partir de là, l'opération a capoté, bien sûr. Ça n'a pas très bien fonctionné avec Sarkozy, soyons objectifs. Hein. C'était un moment un peu compliqué, un moment de passage à vide, disons. Et un peu mieux quand même avec François Hollande, qui a quand même fait un discours très important en décembre 2012 à l'Assemblée nationale algérienne, où il avait dénoncé le système colonial. Hein, le discours de François Hollande en décembre 2012. Alors j'ai reproduit dans le rapport que j'ai fait à Emmanuel Macron l'ensemble de ces positions-là, de ces prises de position qui sont en annexe, hein, de tous ces discours, etc., auxquels j'ai participé. Alors, sur les préconisations qui ont été réalisées, puis celles qui n'ont pas abouti, puisqu'il y a celles qui sont réalisées, et celles qui n'ont pas abouti. Celles qui ont été réalisées, d'abord, il y a la reconnaissance par la France, une vieille revendication qui, elle, venait de la gauche française, la reconnaissance, disons, de l'enlèvement, de l'assassinat de Maurice Audin, qui était un mathématicien communiste, qui avait été enlevé en 1957 et qui avait disparu et qui avait suscité une très grande émotion en France à l'époque. Il y avait toute une campagne autour du cas de Maurice Audin. Et puis il y a eu aussi, j'avais choisi volontairement un cas emblématique du côté algérien, qui est le cas d'un avocat algérien qui s'appelait Ali Boumengel, qui lui aussi a été enlevé, torturé et assassiné, et revendiqué comme tel d'ailleurs cet assassinat par Ossarès. Il l'a revendiqué dans un livre. Hein. J'ai tué Ali Boumengel, c'est très clair, hein, parce qu'il n'a pas empêché de mourir dans son livre. Enfin bref. Donc la France a reconnu également, donc le président de la République a reçu les petits-enfants de Ali Boumengel à l'Élysée et donc a reconnu officiellement donc, cela. Il y a eu l'ouverture beaucoup plus grande des archives concernant l'histoire de l'Algérie. C'est-à-dire qu'on peut quand même davantage s'avancer qu'auparavant. Je ne peux pas rentrer dans les détails techniques mais enfin, il y a beaucoup plus d'archives qu'avant qui ont été ouvertes, en particulier les archives de sûreté, etc. Pas toutes les archives, en particulier le problème des archives touchant la question du nucléaire. Ça, c'est des choses un petit peu plus compliquées. Il y a eu la reconnaissance par la France de ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 à Paris, puisque le président de la République est allé se recueillir au pont de Bezons, qui était là où des Algériens avaient été jetés dans la Seine dans cette nuit du 17 octobre 61. Et puis ensuite, du côté des Harkis, donc il y a eu le pardon aux Harkis, qui a été fait dans un discours qu'a prononcé Emmanuel Macron, et également la reconnaissance du massacre de la rue d'Isly du 26 mars 1962, où l'armée française avait tiré sur une manifestation d'Européens à Alger. Ça, ce sont des choses qui ont été faites, voilà, sur des recommandations que j'avais mentionnées dans mon rapport, à quoi il faut ajouter aussi le fait que j'avais demandé qu'on mette en place,
On institue une sorte de monument à la mémoire de l'émir Abdelkader à Amboise. Donc ça a été fait aussi. Alors c'était très compliqué parce que la statue a été détruite plusieurs fois, reconstruite, enfin bref, ça ne plaisait pas à tout le monde. Enfin, elle existe encore, elle existe toujours, la statue qui a été construite, enfin, comme suite de cette préconisation. Mais j'avais demandé aussi autre chose, c'est-à-dire l'entrée au Panthéon de l'avocate Gisèle Halimi, qui s'était illustrée dans la défense des militantes algériennes, notamment pendant la guerre d'Algérie. Malheureusement, cette revendication, elle s'est heurtée à des pétitionnaires qui étaient contre l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon parce qu'elle était avocate du FLN, donc ce n'était pas possible qu'elle rentre au Panthéon. Donc ça n'a pas été fait. C'est Joséphine Baker qui est rentrée, c'est plus consensuel, elle est rentrée au Panthéon, mais pas Gisèle Halimi. Donc ça a été un regret pour moi quand même, qui était important. Autre chose qui est en voie, disons, d'accomplissement, mais qui est très difficile, c'est le problème des cimetières européens d'Algérie, c'est-à-dire le fait de les cartographier, parce que ça aussi c'est une vieille revendication, c'est que pour faire le travail de deuil d'une histoire, encore faut-il que les gens puissent connaître exactement tous les endroits où sont enterrés leurs morts. Or, tous les cimetières européens d'Algérie ne sont pas connus du point de vue, disons, de l'emplacement de chacune des tombes, etc. Donc j'avais demandé qu'il y ait un établissement, une cartographie qui soit précise sur cette chose-là qui est très importante, notamment pour les Européens d'Algérie, c'est des choses très importantes. Donc voilà quelques-unes. Il y avait 22 préconisations, je ne vais pas passer la soirée, on va passer la nuit. Mais enfin voilà les principales préconisations. Alors s'il y en a d'autres, si j'oublie d'autres, il faut me les rappeler bien sûr. Je ne suis pas la science infuse. Donc, mais à peu près, voilà, grosso modo, les choses. Et ça a débouché, je terminerai là-dessus, sur la mise en place donc officielle d'une commission mixte des historiens français et algériens, qui s'est réunie 4 fois cette année. Donc c'est quand même important. La tâche de cette commission, c'est d'abord de dresser l'inventaire des archives qui existent en France et en Algérie en vue d'une possible restitution des archives. C'est une question très très importante. Là, on a déjà numérisé un peu plus de 2 millions d'archives de l'Algérie, donc c'est un travail de numérisation énorme qui a été fait notamment par la BNF, par les services à Aix-en-Provence, etc., et qui sont prêtes à la restitution sous la forme numérique pour ensuite qu'on puisse discuter des restitutions d'actes authentiques. Donc c'est quelque chose aussi qui est en débat et qui est en discussion. Voilà. Moi, personnellement, ma question elle porte un peu sur ce que vous venez déjà d'évoquer, mais sur ces préconisations, est-ce que selon vous, il y en a des plus importantes et quelles sont-elles? Les préconisations les plus importantes, c'est d'abord les archives. Pour écrire l'histoire, il faut d'abord pénétrer le monde compliqué des archives, encore que, il faut préciser une chose sur les archives, c'est que les archives ne disent pas tout. Il y a beaucoup de fantasmes aussi autour des archives, notamment les archives d'État. Parce que dans les archives d'État, il ne faut pas s'imaginer que les gens qui ont exécuté des personnes se sont amusés à noter tout sur des bouts de papier. Et lorsqu'il y avait des ordres d'exécution du type corbeille de bois, ça n'avait pas marqué. Il n'y a pas beaucoup d'archives à ce niveau-là. Donc il y a un énorme problème, une énorme revendication qui est contenue dans les préconisations et qui concerne les disparus de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire les Algériens qui ont disparu, qui ont été enlevés et qui ont disparu. Sur la bataille d'Alger, on peut estimer à environ 3000 le nombre d'Algériens qui ont disparu, dont on n'a pas retrouvé le corps, tout simplement. Et il y a eu des enlèvements aussi d'Européens à l'été 62, notamment dans la région d'Oran. Donc la question des disparus, c'est pas forcément dans les archives qu'on va les trouver. Parce que les enlèvements, les séquestrations,
la pratique de la torture, c'est pas des choses qu'on écrit, quoi. Hein, tout est oral. Hein. Donc c'est pas évident de croire qu'on va tout trouver, disons, à traiter. Mais enfin, avoir quand même accès aux archives d'État, c'est quand même important. Mais rien ne remplacera quand même aussi la valeur du témoignage direct, c'est-à-dire du vécu, de ceux qui ont vécu cette histoire et qui sont capables de témoigner de cette histoire. Donc voilà à peu près ce qui me paraît, moi, le plus important à creuser, à continuer de creuser. Il y a les archives d'État, nous aussi dans nos petits services, on a aussi des témoignages et entre autres quelques lettres de soldats qui parfois, pas très directement, mais évoquent justement ce qu'ils vivent quand ils parlent de désobusage, de nettoyage. Il faut lire entre les lignes et c'est vrai que quand on a la chance de tomber sur ces courriers au détour d'une cave ou d'un grenier, on peut imaginer tout ce qu'il y a derrière. Alors on va passer à la partie suivante, cette fois je laisse Enzo lire son extrait et nous parler. Oui, parce que ça fait un peu un grand oral de Sciences Po ici. Mais ils s'entraînent. Je suis obligé de tous répondre à chaque fois. Voilà, c'est ça. Mais vous vous en sentez très très bien jusqu'à présent. Je sais pas. L'admission est en bonne voie, je vous rassure. C'est difficile. Enzo, je te laisse parler. Extrait d'une intervention donnée au MUSEM en 2018. En essayant de conjuguer toutes ces sources dans mon travail sur l'histoire de l'Algérie contemporaine, j'ai aussi essayé de comprendre les motivations des Algériens, des musulmans, mais aussi des juifs et des Européens, c'est-à-dire de toutes les communautés. Pas simplement de donner, de restituer des visions à partir d'un seul aspect ou d'une seule dimension, mais de croiser les points de vue pour dégager un paysage historique d'ensemble. J'ai entrepris ce va-et-vient sans cesse recommencer entre ce qui est arrivé dans l'histoire algérienne et ma propre expérience en éclairant sans cesse l'une par l'autre. Car l'irruption de l'expérience subjective comme facteur de vérité et non plus comme vecteur d'illusion fait partie de ma façon d'écrire l'histoire. Merci Enzo pour cette nouvelle lecture. Donc à la lecture de cet extrait, il y a une phrase qui nous a assez intéressés. C'est cette dernière phrase, donc je la relis pour tout le monde. L'irruption de l'expérience subjective comme facteur de vérité et non plus comme vecteur d'illusion fait partie de ma façon d'écrire l'histoire. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu plus cette phrase ? Oui, c'est important parce qu'en fait, les historiens ou les chercheurs sont pas forcément des personnages neutres, dénués de toute subjectivité, mettre une blouse blanche, un microscope, la distance, etc. L'école historique française récente, contemporaine, depuis un siècle, c'est une école historique d'historiens extrêmement citoyens, extrêmement engagés. Michelet était un républicain. Quand il écrit son histoire de la Révolution française, il ne disait pas « je suis un objectif neutre », pas vraiment. Il était vraiment pour la Révolution française. Et donc il s'affrontait aux historiens de l'époque comme Taine, comme Guizot, comme Thiers, qui eux étaient contre, et qui étaient historiens pourtant. Donc si on regarde aussi de manière plus contemporaine, et vous avez des historiens comme Pierre Vidal-Naquet, qui est très engagé. Le problème, c'est pas tellement la question de l'engagement qui peut être rédhibitoire, le problème c'est l'honnêteté intellectuelle, et la distance critique et le croisement des sources. Mais le fait d'être engagé, pourquoi pas ? Je veux dire, un des grands historiens de l'Algérie, que moi je reconnais comme tel, comme un grand historien, c'est Raoul Girardet. Raoul Girardet a été à l'OAS. Et ensuite, il est devenu professeur à Sciences Po. Il a écrit une histoire de l'idéologie coloniale qui est un modèle. Ok ? C'est Raoul Girardet. Sous un pseudonyme, il a écrit une histoire de l'OAS. Mais si vous lisez son histoire de l'idée coloniale en France, qui est sortie en 1971, ça révolutionne complètement la conception qu'on pouvait avoir de l'histoire coloniale. C'est incroyable. Et pourtant, Raoul Girardet est du bord opposé du mien, totalement opposé. Ça veut dire qu'il faut savoir deux choses. La première, c'est à partir d'où on parle. Du moment qu'on dévoile
Le rivage d'où l'on parle, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Ça, c'est pas un problème pour moi. Le problème pour moi, c'est de cacher la chose. C'est de la dissimuler. C'est-à-dire de se mettre sous l'habit de la fausse neutralité scientifique pour en fait faire passer un message politique dissimulé. C'est ça qui est répréhensible. C'est pas le fait de dire, dans le fond, voilà, moi je suis et je parle et j'écris à partir d'un lieu qui est celle des historiens qui considèrent que la colonisation devait s'achever. C'est-à-dire que la colonisation n'était pas un bienfait pour l'histoire de l'humanité. C'est mon point de vue. Je parle à partir de ce point de vue-là. Voilà, c'est très clair. Bon. Par contre, vous avez d'autres gens qui pensent l'inverse, mais qui ne disent pas qu'ils partent de l'inverse. Ils disent qu'ils font de l'histoire scientifique objective, tout en apparaissant comme dissimulés. C'est ça le vrai problème. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans mes écrits, j'ai expliqué qui j'étais. J'ai même écrit une autobiographie, plusieurs autobiographies. Dans la dernière, dans l'arrivée, où j'explique effectivement que je suis un jeune homme de 68. Et donc que je ne renie pas du tout, contrairement à beaucoup d'autres. Moi, pas du tout, je me suis engagé dans 68, et je me suis engagé dans ce que représentait l'espoir, l'espérance du changement de société. Donc je parle à partir de ça. Maintenant, une fois que je dis ça, il faut être capable d'écouter la parole de ceux qui étaient en face, de ceux qu'il faut avoir la force politique, intellectuelle et humaine d'écouter la parole des autres, c'est-à-dire de savoir eux aussi ce qu'ils ont à raconter. C'est ça tout le travail, c'est ça tout le problème. Or, si vous partez d'un rivage et que vous refusez de traverser, là est le problème. Or, moi je suis un homme passerelle. Pourquoi? Parce que je viens d'une ville qui s'appelle Constantine, qui était une ville qui était sur un rocher, il n'y avait que des ponts. C'est pas moi qui dis ça, c'est Camus. Donc il n'y avait que des ponts. Donc moi, je suis un héritage d'une ville qui fabrique que des ponts et des passerelles, et je suis resté fidèle à ça. Voilà. C'est une très belle image en tout cas. C'est vrai que beaucoup d'historiens pourraient s'en inspirer de cette ouverture. Je vous propose de passer à la partie suivante. Justement, on va aborder le fait d'avoir une question qui va rejoindre ce que vous venez de dire, savoir, quand on a travaillé pour préparer cette soirée, une question qui est assez vite arrivée était: peut-on être l'historien de sa propre histoire? Alors je vais laisser Max Zoé nous lire un extrait d'un de vos ouvrages, et puis je laisserai Maxence vous poser sa question. Texte extrait de la guerre d'Algérie expliqué à tous. Je me souviens particulièrement du moment où nous avons quitté l'Algérie avec mes parents et ma sœur en juin 1962. Moi, j'étais un enfant et je savais que c'était un exil sans retour, que je laissais derrière moi le pays qui m'avait vu naître. Mais aujourd'hui, mon travail d'historien, c'est de prendre de la distance par rapport à mes souvenirs personnels, en cas individuel, pour raconter une histoire beaucoup plus large. Une histoire qui concerne les peuples de France et d'Algérie et qui a encore de fortes répercussions aujourd'hui. J'essaye de comprendre et de faire partager mes connaissances sur cette guerre qui a arraché des gens à leur terre natale et qui a permis aux Algériens d'arracher leur indépendance. Je pense que ce mot « arrachement » est l'un de ceux qui permettent de définir la guerre d'Algérie. Commentaire? Après, si vous souhaitez commenter, allez-y, je vous en prie. J'ai écrit ce genre de texte très récemment, parce que j'ai commencé à travailler sur l'histoire d'Algérie en 1974. J'ai soutenu mon mémoire de maîtrise avec Claude Raymond, qui n'était pas franchement de mon bord politique à l'époque, en 1974. Ça fait 50 ans. Et on se est en 2024. Donc, j'ai commencé effectivement à travailler sur moi-même, en fonction de tout ce que j'avais accumulé comme savoir historique, que très récemment, en fait. C'est-à-dire que le passage à l'autobiographie est beaucoup plus récent. C'est aussi le passage d'une génération, c'est-à-dire le problème de la transmission.
qui s'est opéré en moi, enfin progressivement, où à la fin, disons, des années 2010, j'ai commencé un travail autobiographique sur mon enfance, et donc dans les derniers livres, dont L'Arrivée, qui est un livre qui raconte mon arrivée en France, et le choc de l'assimilation culturelle, et de ce que ça a représenté pour moi. C'est vrai que ce n'est pas le point de départ de mon travail historique. Le point de départ de mon travail historique, soyons francs, c'était pas la subjectivité d'une appartenance communautaire. Pas du tout. Mon point de départ, mon travail historique, c'était mon engagement politique. C'était mon côté universaliste. C'est-à-dire, c'est l'universalisme républicain de la Révolution. Mais ce n'était pas la subjectivité personnelle. Pas du tout. Je n'ai pas commencé à travailler sur l'Algérie parce que je suis né en Algérie. C'est pas vrai. J'ai commencé à travailler sur l'Algérie parce que, dans mon organisation politique de l'époque, des années 70, il y avait beaucoup de vieux militants algériens politiques que je connaissais, que je croisais, et qui me racontaient leur histoire révolutionnaire. Et ça m'a intéressé. Et à partir de là, j'ai rencontré aussi à cette époque-là des gens qui étaient des militants politiques de la Révolution espagnole, qui étaient des poumistes, des trotskistes, des anarchistes, des anarcho-syndicalistes. Donc ils croisaient leurs regards avec ces militants algériens, eux-mêmes issus d'un syndicalisme révolutionnaire, parce que c'était assez complexe dans les années 70. Donc il y avait par conséquent une ébullition, une effervescence intellectuelle à l'époque qui partait de l'universel pour aller au singulier. C'est-à-dire que ce n'était pas le singulier qui tranchait, c'était le collectif. Ce qui primait, c'était l'engagement collectif. Et donc moi, mon travail pendant au moins 20 ans, ou même 30 ans, ça a été d'essayer ensuite de passer du collectif, du nous, au je. C'est très difficile, très très compliqué, parce que c'est plus confortable d'être dans le nous, quelque part, que d'arriver au je, c'est-à-dire JE. Parce que là, on est obligé de fouiller dans sa propre mémoire, et donc de réveiller, par conséquent, des choses qu'on a essayé soi-même de refouler, d'ailleurs, alors qu'on a essayé de les analyser chez les autres, en évitant de l'analyser pour soi-même. Donc voilà le cheminement, en fait. Le cheminement, il part du collectif, il part de la société, il part de l'universel, pour progressivement, peut-être, parce que c'est aussi un signe des temps, un signe d'aujourd'hui, et pour arriver à davantage cerner la question de l'individu. C'est peut-être aussi, malheureusement, un signe des temps d'aujourd'hui, de quitter le combat collectif pour aller vers l'individualisme. Ça, c'est une autre discussion encore plus vaste. Voilà. Je crois que Maxence avait préparé une question qui va poursuivre le... C'est pas fini? Non, c'est pas fini. Il y en a encore. On finit à quelle heure? Ah bon, tout ça on vous garde, allez. Non, mais vous l'avez déjà évoqué, mais je repense à votre dernier livre, L'Arrivée, même à cet extrait où vous parlez de votre parcours. Votre parcours d'ailleurs, comment, justement, après un tel parcours, on peut réussir à concilier justement ce passé personnel, peut-être ses idéologies également, sa religion, avec un travail d'historien? C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que bon, quand on est un militant politique dans les années 70, on s'intéresse à plein de choses qui concernent le monde entier. On connaît le nom du Premier ministre du Pérou, on sait ce qui se passe au Vietnam, on sait ce qui se passe en Afrique, on sait etc., parce que c'est... il y a un appétit, je veux dire, de la connaissance et de savoir de tout ce qui se passe dans le monde entier, parce que c'est la dimension internationale du savoir qui est fondamentale. Donc on accumule c'est une sorte d'université qui n'est pas une université à caractère académique. Hein. Je veux dire que toute l'accumulation de livres lus n'est pas forcément reçue en héritage de l'université. Même si, bien sûr, heureusement d'ailleurs, que je suis tombé ensuite sur des professeurs d'université comme Charles-Robert Aigeron, Jacques Berck, qui eux m'ont appris, heureusement, à prendre de la distance par rapport à mon bagage de savoir révolutionnariste, entre guillemets. Et ils m'ont appris à douter.
Ils m'ont appris à prendre de la distance critique vis-à-vis de mon propre savoir. On me disait, il faut faire attention, Stora, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé comme ça. Donc heureusement qu'il y a quand même le savoir académique, à un moment donné, qui vient croiser avec cette espèce de savoir militant, politique, et qui vient redresser l'optique du savoir militant par un regard distancié, scientifique et critique. C'est par ce croisement de ces deux regards qu'on arrive, qu'on essaye, qu'on tente d'approcher du métier d'historien et donc de parler au plus grand nombre et d'être connu du plus grand nombre. Sinon, si on n'a pas, disons, cette perspective-là, on parle à des cercles extrêmement étroits de l'académisme. C'est-à-dire des cercles tout petits. Alors il y en a comme ça, hein, des historiens qui parlent des cercles très très petits, et inversement, vous pouvez avoir des cercles qui partent à des grands publics, mais qui n'ont pas de savoir académique. Donc il faut essayer de combiner les deux, c'est pas ça. Voilà. Je vous rassure. On va passer à la dernière partie de cette soirée. Alors depuis le début de la soirée, on aura un échange après, avec la salle après, monsieur, je vous ai bien vu. On parle depuis le début de la soirée de votre dernier ouvrage, L'arrivée. Nous ne pouvions pas conclure notre échange sans en parler plus avant. Donc, traditionnellement, nous allons voir une lecture d'un extrait de cet ouvrage, et puis Sarah vous posera la dernière question, l'ultime question pour notre partie. Et en effet, après, bien entendu, il y aura un échange avec la salle, et je vous invite à être nombreux à poser vos questions et à profiter de la présence de M. Stora. Enzo. Texte extrait de L'arrivée. Mon adolescence a d'abord été marquée par la volonté d'une dissimulation, entretenue, affirmée. Après le départ de juin 1962, j'ai caché mon histoire algérienne, parce qu'il m'était très vite apparu que nous étions du mauvais côté de l'histoire française. Tout n'était pas encore très clair dans mon esprit d'enfant, mais je sentais confusément que nous étions étiquetés dans le camp des colons et des exploiteurs, malgré le fait que nous habitions un petit appartement d'à peine 50 mètres carrés et que mon père travaillait tous les jours dans sa petite boutique pour vendre de la semoule. Longtemps, j'ai été contraint de vivre dans la dissimulation, voire dans l'absence d'histoire algérienne. Quelques années plus tard, j'ai découvert les grands appartements et des maisons particulières de mes camarades militants révolutionnaires français qui regardaient tous les pieds noirs comme des colons et qui se lançaient dans l'interminable tirade contre le colonialisme en Algérie et l'impérialisme américain. Donc pour cette dernière question, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on peut se construire en tant que juif, jeune algérien, réfugié en France, dans cette France des années 60 ? Bon, d'abord, l'extrait qui est illustre, dans le fond, c'est assez classique de quelqu'un qui arrive dans une société qu'il ne connaît pas, et donc il faut qu'il en possède les codes et ne pas se faire repérer, surtout par l'accent. Donc, ne pas se faire repérer par l'accent, c'est le silence. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'on appelle la stratégie de l'assimilation culturelle, assez classique, qui est propre à n'importe quel réfugié, exilé ou immigré. Le problème, c'est que nous, on était Français. C'est-à-dire qu'on était à la fois des Français et des réfugiés. On était à la fois des Français et des immigrés. Donc c'est compliqué. C'est que pour un jeune juif arrivant dans la société française dans les années 70, ce qui domine, c'est l'antifascisme. C'est-à-dire la question de Vichy, de la Seconde Guerre mondiale. Or, on était en train, à cette époque-là, dans les années 70, de déconstruire complètement tout le récit résistentialiste officiel qui consistait à dire que tous les Français avaient été résistants et qu'une toute petite poignée avait été collaborateurs. Or, on sait aujourd'hui, quand on dit ça maintenant, tout le monde dit c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Il fallait déconstruire ça et c'était pas simple. Et donc, il y avait effectivement une volonté de recherche de la vérité historique de ce qu'avait été la collaboration et la Seconde Guerre mondiale, qui était très très fort à l'époque, notamment marqué par la sortie d'un livre très important de Robert Paxton qui s'appelle La France de Vichy, qui est sorti en 1973 et qui a été un coup de tonnerre évidemment extrêmement important et qui a, disons, permis d'être en politique très à gauche sous le signe de l'antifascisme, en fait. C'était ça la grande réflexion. Mais, et là je renvoie et je termine avec l'extrait qui vient d'être lu, c'est que l'illusion qui était la mienne à l'époque, c'est qu'on partageait tous
disons, le même combat, la même chose contre le capitalisme, etc. Mais ce dont je me suis aperçu après, c'est qu'en fait, les origines sociales n'étaient pas les mêmes. Parce que lorsque nous sommes arrivés en France, mes parents étaient totalement ruinés, ma mère est devenue ouvrière d'usine, à Peugeot, à la Garenne Besançon. Et mes camarades de combat révolutionnaire, beaucoup étaient des enfants de militaires haut placés. Mais ça, je l'ai su qu'après, dans les biographies. Un tel, un tel, un tel, un tel. Mais à l'époque, non. À l'époque, on était tous sous couvert d'un même idéal. Et c'est plus tard que j'ai appris qu'il y avait quand même une force du déterminisme social qui a joué et qui fait que je m'en suis sorti, je ne sais pas comment. Voilà. Je crois que vous avez passé avec brio votre grand oral. Merci beaucoup. Madame la professeure vous accueillera avec plaisir parmi ses rangs. Merci infiniment, M. Spora, pour ce que vous venez d'apporter au public, en particulier à nos jeunes. Et effectivement, vous avez fait allusion à plusieurs reprises une cours de sciences politiques. Dans la salle, nous avons 3 professeurs qui sont pilotes d'un atelier de Sciences Po, lycée Martoc. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut bien comprendre ce soir, c'est à la fois des apports scientifiques, historiques, mais aussi en fait pour nos connaissances, pour notre culture générale. Parce que je suis proviseur du lycée Marc-Bloch, je suis pour les savoirs, je suis pour la culture des jeunes. Nous restons vraiment sur les savoirs académiques. C'est le lieu, c'est le schéma de cette conférence, de cette rencontre. Donc voilà, vive les jeunes, parce que les jeunes sont là pour apprendre. Je vous remercie le public parce que vous apportez aussi beaucoup à nos jeunes.